Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est bon pour le son? Ouais? Oui, Chouette, bonjour. super. Bon, et ben du coup, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, il y a le chat pour envoyer des commentaires s'il y a besoin. Donc bonjour à tout le monde. Moi, je suis ravi de vous accueillir. C'est le premier webinaire régional organisé par le CORES PACA, qui est consacré à la PrEP injectable aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 14 heures et on va tenter de rester dans les clous parce qu'il y a pas mal d'interventions aujourd'hui. C'est un webinaire qui s'inscrit dans une dynamique plus large qui est portée par le CORES autour de l'amélioration continue et de l'adaptation des parcours de soins en santé sexuelle. Et c'est aussi le fruit d'échanges réguliers entre professionnels qui sont engagés sur le terrain. La PrEP injectable, elle représente une avancée importante qu'on attendait tous et toutes depuis quelques temps. Elle ouvre de nouvelles perspectives, notamment en termes d'accès et d'adhésion à la prévention au VIH, et en particulier pour les publics qui restent aujourd'hui éloignés de la PrEP orale ou qui rencontrent des difficultés pour y adhérer. Son déploiement implique que ça nous demande en tout cas une adaptation dans nos pratiques pro et la construction de nouveaux parcours de soins et un renforcement du travail en réseau. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'entendre plusieurs interventions sur cette thématique. La première, ça sera animé par Dr Guillaume Gras, qui est médecin responsable des CGID de Marseille sur les indications et l'initiation à la PrEP injectable. Ce sera ensuite suivi par le Dr Marie Garnotel, qui est médecin responsable du SMIT et du CGID au CHU de Toulon autour de l'organisation des soins. Ensuite, on aura une petite capsule vidéo par Dr Hélène Laroche, qui est médecin au CISI de Sainte-Marguerite et qui est aussi à l'initiative de la PrEPline, qui est un appui pour la prescription autour de la PrEP en région PACA. Ensuite, on aura Cyrielle et Aurélie qui sont IDE au CISI de Sainte-Marguerite et qui vont nous présenter l'appui à la pratique IDE et par rapport aux injections. Et on terminera par le docteur Pascal Pugliese, qui est médecin à Nice et qui est président du CORES PACA et membre de la SFLS. Donc, quelques infos avant de commencer. Le webinaire sera accessible prochainement en replay. Donc, voilà, vous pourrez le revoir par la suite. On pourra aussi vous partager aussi les PowerPoint de certains intervenants. Les équipes qui sont là aujourd'hui restent disponibles même après le webinaire pour répondre à vos questions. Et aussi en parallèle, et je viens de le citer, il y a la PrEPline aussi qui est portée par Vers Marseille et le CORES et le site de la SFLS qui regorge aussi de plein d'infos. On gardera un temps d'échange à la fin des présentations pour répondre à vos questions. Et là, du coup, je laisse la place à Dr Guillaume Gras. Bonjour, alors je m'occupe du CJ de Colbert à Marseille, mais c'est gentil, Stéphane, merci beaucoup. Donc, alors, est-ce que tu partages ou c'est je partage Tu peux partager ton écran. mon écran? Ouais. Avec l'audio. Ok. Je ne me rends pas compte ça. Ah, ça me dit que ça ne marche pas. Putain, je m'en doutais. Est-ce que toi, tu peux le partager, ce que je t'avais envoyé? Ouais, attends. Ah, je sais Alors, pas. petit bug technique de Teams, hein, on apprend à gérer ce nouvel outil, donc ça arrive. Non, écoute, ça me dit que j'ai pas les droits, je sais pas quoi. Je suis désolé. Tu vas Alors pouvoir, attends, je Stéphane? reprends ton doc et puis Oui. on va trouver ça. Une petite minute de technicité. Donc, comme disait Stéphane, je vais évoquer les indications et l'initiation de cette nouvelle molécule qu'on a attendue quand même longtemps, hein. Alors, vous l'avez sans doute toutes et tous remarqué, il y a une différence entre les recommandations HAS qui datent maintenant d'il y a quelques années et le guide prescripteur de la SFLS. Indéniablement, ce changement, voilà, nickel. Ce changement fait suite à l'expérience et aux différentes études qui ont été menées depuis ces recommandations HAS. Hein. Voilà.
Super. Et donc, voilà, on peut passer. Ah oui, du coup, ce qui est pénible, c'est, je pense que vous avez tous, vu ou peut-être pas, hein, mais, la SFLS a édité sur son site, on sera plusieurs à en parler là, aujourd'hui, un guide, prescripteur, pour le caboté-gravir qui, actualise, par rapport, aux recommandations, de la HAS, qui étaient basées elles-mêmes sur les données de l'AMM. Alors, pour qui on donne, on donnerait le le caboté-gravir? C'est une alternative à la PrEP orale, c'est, quelque chose, qu'on attendait depuis longtemps d'avoir cette alternative. Là, coup sur coup, en quelques mois, on a, maintenant de plus en plus d'outils. À la fois, on a le Truvada, les schémas, notamment, chez la femme qui avec les recommandations européennes et ce caboté-gravir qui arrive et qui est disponible en ville. Alors, indéniablement, les populations prioritaires, c'est ceux pour qui, la PrEP orale est compliquée, quelle qu'en soit la raison. Surtout les personnes avec de grosses situations de vulnérabilité pour lesquelles on se rend compte que, l'observance à la PrEP orale est complexe. Ceux qui, bien sûr, ont une contre-indication à la PrEP orale et comme on n'a pas le taf en PrEP ici en France, bah, c'est dès qu'il y a une clairance inférieure à 50 ou en cas d'interaction médicamenteuse. Les personnes, et on les voit arriver en ce moment, qui décrivent des difficultés à avaler les comprimés ou une intolérance et tous ceux qui ont des troubles de l'absorption avec, des chirurgies gastriques, des anneaux, des bypass, pour lesquels on peut se poser la question et sur lesquels on était un peu gêné avec notamment les schémas discontinus. Ce que je voulais peut-être dire et c'est plus un ressenti que j'ai, je pense que tu peux cliquer, j'avais mis un petit truc de rien du tout, oui. C'est, soyez vigilants quand même aux demandes masquées. Ce qu'on a vu là ces dernières semaines, c'est des personnes, je dis pas la personne qui vient et qui apprend ça un peu par hasard et qui est motivée. Quelqu'un qui prend rendez-vous avec vous pour avoir la PrEP injectable et qui vous décrit pas forcément, tout ce qu'on vient de se dire. C'est important à mon avis de creuser un peu. Il y a beaucoup de demandes masquées chez les personnes. J'ai notamment eu récemment, quelqu'un qui, en fait, c'était la confidentialité qui était indispensable. Mais une fois qu'on a bien évoqué la contrainte, les injections en intramusculaire tous les 2 mois, les difficultés quand on arrête, si cette personne reste motivée, je trouve qu'il faut quand même avoir une attention particulière. Si la personne, un peu comme pour la PrEP en 2016, une personne qui vient, qui demande, qui a bien compris, probablement elle sait, même si elle peut être en difficulté pour vous le dire. Ensuite, bon, on pourra en parler après, hein, bien sûr. Ensuite, bah, les situations particulières, donc c'est à partir de 35 kilos, hein, pour les mineurs. Bien évidemment, une initiation de PrEP chez un mineur, doit, se discuter, et explorer, vraiment, tout ce qui est autour du consentement. Alors la grande nouveauté par rapport aussi aux recommandations que vont vous donner le laboratoire Vive ou qu'il y a écrit sur le RECO HAS concerne les femmes enceintes et allaitantes et ça on est quand même, très rassurés, c'est une excellente nouvelle, hein. Donc, il y a à la fois, dans des essais, une supériorité et la tolérance, est plutôt alors elle est meilleure chez les femmes que chez les hommes, ça fait rire, beaucoup et en tout cas, il n'y a pas du tout de signaux d'alerte, en cas de grossesse. Il y a eu bien sûr des grossesses sous caboté-gravir, et cette vigilance qu'il y avait initialement, on peut être, beaucoup plus apaisé de ce côté-là. Indéniablement, si une femme tombe enceinte sous caboté-gravir, bien sûr que ce serait peut-être il faut discuter le passage au Truvada, mais s'il n'est pas possible, ce passage au Truvada, après discussion, il est quand même possible de continuer le caboté-gravir sans vigilance particulière en termes de dosage, d'espacement, etc.
Attention aussi par rapport à l'hépatite B, c'est que, il y a pas d'activité hépatite B du tout, hein, du cabotegravir, à la différence du Truvada. Donc si les personnes sont pas immunisées, ça peut c'est intéressant de les vacciner. Si les personnes hem, ont une hépatite B, chronique, ça doit en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de retard à la vac qu'il y ait retard d'initiation de PrEP sous motif que les gens sont pas immunisés contre l'hépatite B. C'est des choses qu'on entend beaucoup, mais indéniablement, on peut débuter la vaccination après avoir initié la PrEP et pas d'abord vacciner puis initier la PrEP. Concernant les contre-indications, il y en a, très peu sur la diapositive d'après. Hem il y en a très peu, hein, en fait, indéniablement, c'est les personnes qui vivent avec le VIH, hein, ce serait une monothérapie. S'il y a une hypersensibilité et tout ce qui est, on le verra après dans les contre-indi les tout ce qui est interaction, mais là aussi, c'est pour des molécules, qu'on utilise, en pratique, en PrEP. Les usagers ont rarement ce type de molécules, mais il faut l'avoir en tête, rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, phénitoïne. Il y a aussi les contre-indications, pas liées au produit, mais liées à l'injection, qui sont les troubles de la coagulation et les anticoagulants, à dose curative et la prothèse fessière. Alors, forcément, je pense que ça se pose plein de questions sur, les personnes, qui en ont. Il y a des expérimentations, dans les deltoïdes, dans, les dans les cuisses, mais, c'est une contre-indication. Heu on ne peut pas injecter de cabotegravir s'il y a des prothèses fessières. Concernant la tolérance, dans la diapositive d'après, hem, c'est, surtout lié quand même à l'injection en intramusculaire. Alors dans les cégides, c'est des choses qu'on fait, au quotidien. Il y a, plus rarement, céphalées, troubles digestifs, troubles du sommeil, cytolyse hépatique, mais qui sont, quand même beaucoup plus rares. Les réactions au site d'injection sont surtout, au début, dans les premières injections et ont tendance à s'atténuer avec le temps. Il n'empêche qu'il y a des personnes, on l'a connu chez les personnes vivant avec le VIH, qui a arrêté à cause des douleurs des injections. Ensuite, donc les interactions, on en a parlé, c'est tous les inducteurs forts du cytochrome P450. Il y a par contre pas d'interaction avec les contraceptifs, avec les traitements hormonaux, avec les produits psychoactifs et avec l'alcool. Hem Ensuite, donc juste pour comparer un peu, qu'on ait tous un peu en tête, hein, les avantages, les inconvénients de chaque, hein. Il y a des avantages dans la PrEP orale, il y a des avantages dans la PrEP injectable et des inconvénients dans chaque. La PrEP orale, il y a quelque chose de très, mobile, agile, on peut faire du continu, du discontinu, c'est facile à commencer, facile à arrêter. La PrEP injectable, il y a quelque chose quand même d'un peu plus, médicalisé, protocolisé, un parcours, un respect, important dans les suivis. Hem, L'efficacité est identique, hein, ou quasiment. Il n'y a pas de toxicité rénale pour le cabotegravir. J'ai l'impression sur les premières semaines, hein, que la discrétion est quand même un levier, important, pour les usagères et les usagers. Bien sûr, pas d'action d'hépatite B contre l'hépatite B. Hem La population cible, bon, oui, c'est les personnes qui, ne peuvent pas prendre la PrEP orale pour le cabotegravir et le prix, ça, c'est quelque chose qui a été, très polémique. Vous en avez entendu beaucoup parler. Il y a une différence notable de prix entre les 2 molécules. Elle a eu cette autorisation et ce prix est comme ça, je pense. Enfin, après, c'est des questions éthiques de savoir jusqu'où nous, on a cette responsabilité quand on le prescrit, ou pas. Alors comment le prescrire, la PrEP par cabotegravir? Je pense que la diapositive d'après, il y a 2 schémas, hein, de prescription. Indéniablement dans certains pays, hein, l'initiation est forcément péros pendant 1 mois.
puis un relais avec les injections. En France, dans les différentes recommandations, on peut commencer, d'emblée par l'injectable et c'est probablement quelque chose de souhaitable parce que c'est quand même beaucoup plus, facile, beaucoup plus pratique. La grande vigilance, comme pour la PrEP orale, c'est d'être sûr que les personnes soient séronégatives. Il y a quand même un enjeu du fait du long acting, et c'est pour ça qu'on fait une charge virale et qu'on demande un bilan dans les 7 jours précédant la première injection. Donc la phase d'initiation pair-os, elle est, plutôt conseillée chez les personnes ayant des antécédents allergiques importants. C'est assez vague, hein, mais ça va être, plutôt pour se prémunir, là-dessus et c'est dans ces situations où on peut commencer, la PrEP orale. Bien sûr, chez les personnes qui ont énormément de difficultés à prendre des comprimés, quelle qu'en soit la raison, c'est quand même déconseillé de commencer par le cabotegravir oral, hein. Donc on peut débuter le schéma par injection, sauf s'il y a des fortes allergies et c'est M0, M1, puis tous les 2 mois en injection. Le délai, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense que le plus simple quand même de retenir, c'est que à partir du moment où vous prenez du cabotegravir, que ce soit Eros ou en injectable, vous êtes, co protégé à partir de 7 jours après avoir, initié. C'est un peu différent, ça fait quand même une sacrée différence par rapport au Truvada où avec 2 comprimés 2 heures après, on est couvert et donc il se posera forcément la question de discuter avec l'usagère ou l'usager, de savoir s'ils veulent un pont avec du Truvada dans les 7 jours ou si, il est possible de, par exemple, de limiter les expositions, dans ces, 7 premiers jours. Le bilan biologique initial, en fait, là, tu peux passer du coup la diapositive d'après, c'est vraiment, le bilan classique d'initiation, d'une pré non, juste avant, pardon. Le bilan classique, d'une PrEP avec cette charge virale à faire, en plus, hein. C'est le bilan classique, ALAT, créate. La créate, c'est surtout, c'est pas tellement parce qu'il y a un risque de toxicité du cabotegravir, c'est plutôt si jamais vous devez dans la suite, si la personne ne peut pas faire ses injections, est-ce que vous pouvez lui donner du Truvada? Mais ça, Marie vous en parlera. C'est qu'on puisse avoir une référence, une valeur de référence. Donc surtout dans le bilan biologique initial, une charge virale, dans les 7 jours, précédant la première injection, en plus du bilan classique. Et donc dans le schéma, juste un peu en initiation pratique, c'est que quelqu'un demande la PrEP injectable, vous lui prescrivez ce bilan. Je trouve qu'un des trucs un peu compliqués, c'est, de bien dire qu'à partir du moment où ils font le bilan, il faut que l'injection ait lieu dans les 7 jours. Ce bilan peut être fait soit en ville, soit au Cégide, enfin où vous voulez, et bien prescrire du coup la molécule initiale et la seringue. Il faut bien penser à, dans les ordonnances types qu'il y a dans le guide de la SFLS, il y a également les seringues préconisées qui ne sont pas fournies dans la boîte de cabotegravir. Là, la personne, elle repart et elle va en pharmacie récupérer sa boîte de cabotegravir et sa seringue. À noter aussi que les seringues ne sont pas remboursées. Ça coûte quelques dizaines de centimes, mais elles ne sont pas fournies et elles ne sont pas remboursées. Peut-être prévenir les personnes. Ensuite, diapositive suivante, la personne va chercher le cabotegravir. Il n'y a pas de souci de conservation, ça peut être conservé à température ambiante. Donc voilà, et elle revient dans les 7 jours chez vous ou dans un cabinet libéral de faire cette première injection, hem, dans les de à moins de 7 jours, du bilan avec la charge virale. Un truc important, c'est que si on est plus ou moins dans des structures où la récupération du résultat de cette charge virale peut être, compliqué. Des fois 7 jours, on ne l'a pas toujours. Vous pouvez quand même injecter si vous n'avez pas récupéré votre charge virale. Si vous avez votre bilan
fait avec la sérologie, tout, mais que vous n'avez pas encore le résultat de votre charge virale, vous pouvez quand même injecter et ne pas retarder, parce que du coup, on se retrouverait dans quelque chose d'un peu compliqué. Diapositive d'après. Donc, vous injectez. Là, de nouveau, il faut que la personne reparte avec sa prescription de la boîte de Cobotegravir et seringue, et etc. Et ça, je pense, Marie en parlera après. Il y avait aussi quelque chose indéniablement, le bilan de la PrEP et de nos 10 ans de PrEP, indéniablement, l'accord prévenir, plein de choses nous indiquent que ça a permis de toucher, globalement, ça a fait baisser l'incidence en étant un peu caricatural des HSH blancs des grandes villes. Et donc, il y a vraiment un enjeu de se dire, est-ce qu'avec ce nouvel outil, on va pouvoir toucher d'autres publics plus vulnérables ou pas, quoi. Voilà, merci beaucoup. Hop, et je prends le relais. Merci Guillaume pour donner la place à Docteur Garnotel. Est-ce que Marie, vous m'entendez du est-ce que coup? tu... Ouais, on t'entend. Est-ce que on peut essayer pour voir le partage d'écran, pour voir si ça fonctionne de ton côté? Alors dis-moi du coup, faut que... Ouais. Alors, hop, on te voit. Est-ce que on peut tenter le partage d'écran pour voir si ça fonctionne de ton côté aussi? Moi du coup, j'arrive pas à partager ce que tu m'envoies en tout cas. OK. Bon, et bien, du coup, je vais relancer moi mon partage d'écran et tu vas pouvoir suivre, comme ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions à la fin de la présentation, des présentations de tout le monde. OK? Hop, je lance mon partage d'écran. Hop, là Parfait. et Du coup, enfin, hop, on est pour bon? pour faire la suite de Guillaume, on va parler effectivement de l'organisation des soins et plus, du côté pratique de la prescription de cette PrEP, du coup injectable. Alors je voulais, qu'on insiste sur le fait que ça va demander une coordination, quand même, entre les médecins, entre les pharmaciens et entre les infirmières. Aussi un relais ville-hôpital, hein, puisqu'on rappelle que la PrEP est prescrivable, en ville et que du coup, bah, c'est pas quelque chose qui est dédié uniquement, aux, CGID et aux hospitaliers. Et puis, bah, il va falloir une coordination entre, bah, le système de soins et les usagers. Hein, comme a dit Guillaume, la PrEP injectable, c'est pas dénué de contraintes. Le respect des indications et des contre-indications, ça va faire partie du suivi puisque, bah, on va être amené à les revoir en tant que prescripteur et de vérifier effectivement à chaque fois qu'il n'y ait pas l'apparition de contre-indication qui apparaît, que ça soit un changement de l'IMC avec une prise de poids, que ça soit, bah, des implants, qui ont été mis en place, une polymédication avec, certains nouveaux médicaments qui pourraient interagir. Ça va être de planifier, les injections et la surveillance biologique, hein, on va regarder ça ensemble et puis, bah, toujours évaluer la tolérance de ces injections, hein. On reste sur du préventif, encore plus que je pense, les traitements injectables pour les personnes vivant avec le VIH. Si c'est mal toléré, bah, le risque, c'est qu'il y ait plus d'adhésion au traitement et qu'on ne revoie pas ces personnes. Je te laisse passer à la diapo suivante, et celle d'après. Donc le schéma, je l'ai rappelé d'une autre manière, hein, pour qu'on ait plusieurs visualisations différentes. Donc effectivement, cette phase de leading, Péros, elle est pas obligatoire chez nous en France. Il y a les injections donc initiales, puis à 1 mois, puis tous les 2 mois et le fameux délai,
de 7 jours, il est important pour se dire: «On est protégé au bout de 7 jours», donc il va falloir penser à la prévention combinée pendant ces 7 jours-là, soit par de la PrEP orale, soit par les préservatifs, ou autres, et ça, faudra bien, bien insister, parce qu'on le rappelle, la PrEP injectable, elle est quand même surtout dédiée à des populations, qui sont dans la difficulté, et fortement exposées. Tu peux passer après, donc la surveillance biologique, là, elle est très bien synthétisée par ce tableau-là. Donc on a vu le bilan de J0 avec, une charge virale VIH. Les recommandations effectivement initiales étaient de faire des charges virales à chaque, injection, ce qui a été un petit peu revu si on a la possibilité de faire des sérologies de 4e génération, qui sont quand même très fiables et qui du coup, diminuent, le coût du bilan biologique, en faisant une charge virale initiale, puis, de faire seulement les sérologies et de dire qu'on fera des charges virales uniquement si on a un doute clinique sur une primo-infection VIH. Ce qui fait effectivement de diminuer, le coût un petit peu des bilans biologiques qui sont plus rapprochés que par la PrEP orale. Ce bilan, vas-y, reviens encore en arrière. Ce bilan, il est, bien décrit ici, c'est qu'effectivement par rapport au rythme aussi de surveillance des IST, c'est que, bah, les premières injections, bah, on va faire, la sérologie, le bilan hépatique AM1, AM3, AM5, AM7, donc tous les 2 mois. Puis après, tous les 4 mois. La question qu'on s'est tous posée, c'est est-ce qu'on fait après, des recherches d'IST, tous les 2 mois ou tous les 4 mois? Ça a été plutôt tranché sur de faire une recherche d'IST tous les 4 mois. Après, je dirais que selon le sens clinique, si c'est des personnes fortement exposées, comme certains travailleurs et travailleuses du sexe, de faire des recherches d'IST, tous les 2 mois, ça peut être aussi quelque chose d'envisageable et qui permet de garder un œil, sur nos patients. Tu peux passer et du coup, celle d'après. La grande question pratique, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement en cas de retard? Là, on est aussi sur ces fameux 7 jours, en fait, c'est, à plus de 7 jours de retard, bah, on va devoir, trouver une solution puisqu'on n'est plus dans les clous. Que ça soit à la première injection ou après, c'est vraiment ces 7 jours qui priment. Donc c'est si on est à plus de 7 jours de retard à l'injection suivante, ben, il faut reprendre une PrEP orale. Soit, par, du cabotegravir Peros, soit par du tenofovir Peros. Et ça veut dire aussi d'anticiper et que les personnes, elles soient informées de devoir faire ce relais Peros et qu'elles aient à disposition une boîte de médicaments qui est pas périmée, en fonction du temps, ou à une ordonnance qui peut leur permettre d'aller rapidement en pharmacie, reprendre, le traitement Peros. S'il y a reprise du traitement Peros pendant un petit laps de temps, après on devra reprendre les injections, mais en reprenant comme si on était à la phase initiale du traitement. Donc ça veut dire repartir de début, une charge virale avant, une injection, une deuxième injection à 1 mois, puis une nouvelle injection à, M2, puis enfin M3, M5, M7 et ainsi de suite. Tu peux passer la prochaine. Donc ça a été, montré aussi effectivement, c'est que s'il n'y a pas eu, ni l'injection qui a été réalisée, ni, un relais Peros, ben là, il faut évaluer l'indication, d'un TPE, et puis après de refaire un passage TPE PrEP, puis, TPE PrEP, oral, puis injectable, quoi. Donc c'est sûr que ça pose 2 questions, ça, c'est, de bien avoir l'algorithme en tête et puis, d'avoir, vraiment, une anticipation, une formation, des usagers à savoir quoi faire en cas de décalage et de bien programmer les injections. Tu peux passer. Je vous ai résumé un peu là, c'est que la flexibilité, elle reste limitée, elle est que de 7 jours. 7 jours, ça passe vite si on compte les week-ends, les jours fériés, les personnes qui sont un peu nomades dans le parcours de soins.
Il faut avoir un accès à la PrEP orale en cas de défaut, de réalisation des injections et puis, ben, il va falloir avoir cette notion de programmation encore plus que pour la PrEP orale qui en fait intensifie et médicalise un petit peu plus le suivi, des PrEPeurs et des PrEPeuses. Diapo suivante s'il te plaît. La planification, moi je pense qu'elle passe par, plein de, on va dire, d'axes différents. C'est qu'il va falloir déjà informer de manière adaptée et partagée. Hein, la PrEP, on l'a vu, ça ne se fera pas tout seul, il faudra un médecin prescripteur. Bah, il y a un patient déjà à l'initiation. Ensuite, il y a un médecin prescripteur, il y a un pharmacien, il y a une infirmière. Et toute cette équipe va devoir travailler ensemble et il faut qu'il y ait effectivement des infos qui soient communes et que ça soit su. Et je rappelle que, bah, l'idée, c'est aussi de vendre la prévention combinée, hein, qui des fois est un peu oubliée avec la PrEP orale. C'est que, ben, s'il y a pas les injections, il y a une PrEP orale, il y a les préservatifs. Il faut pas oublier la vaccination, hein, on l'a dit pour l'hépatite B, on n'est pas couvert. Enfin, ça demande quand même effectivement un suivi et une implication qui est bien plus importante que la PrEP orale. Il faudra la nécessité d'un fameux kit, d'urgence. Alors, je vais te faire naviguer entre les 2 ou je finis avec celle-là, ça sera plus simple. Hein, c'est ce qu'on appelle les ordonnances anticipées, donc c'est, dont a parlé Guillaume, ce qui a été fait par la SFLS qui est quand même très bien, avec pour chaque centre, en fait, les numéros à contacter, hein, bah, le médecin prescripteur, le pharmacien, pour, qu'il y ait, une facilitation dans les échanges et en cas de problématique, en fait. Et on va regarder un petit peu la programmation par les outils, qui ont été proposés. Donc je te laisse la suivante. La SFLS donc du coup a fait ses fiches pratiques qui sont quand même, moi je trouve, bien faites. Là, je vous ai mis celle, pour les IDE pour vous montrer à quel point ça a été quand même optimisé. Il y a celle pour les pharmaciens aussi. Hein, donc il y a vraiment un petit récapitulatif de, pourquoi on fait la PrEP. Là, on voit, bah, comment on fait l'injection puisque, bah, il y a une technique particulière, ça renvoie vers une vidéo par un QR code. Il y a des, schémas explicatifs, c'est tout résumé. Hein, voilà, tout a été fait quand même pour une facilitation, des différents professionnels et que ça soit aussi, compréhensible, par les usagers à un certain niveau. La diapositive d'après, je vous ai montré les ordonnances effectivement, préfaites, hein, Guillaume en a parlé. Il faut avoir l'ordonnance de cabotegravir du coup du flacon, une ordonnance, là on voit de cabotegravir une boîte de comprimés, soit pour la phase d'initiation, soit aussi pour se dire: «Bah, j'ai ma boîte, d'après-tude Péros, pour, le au cas où il y ait un défaut d'injection». Et puis, bah, les seringues selon les BMI et je pense que si chaque centre reprend un peu ce masque d'ordonnance, peut ajouter effectivement, bah, les coordonnées à joindre et ce genre de choses et que le patient ait vraiment l'intégralité comme un petit carnet, hein. Là, ça sera effectivement, bon, j'allais dire un listing de beaucoup d'ordonnances, mais voilà, il a son ordonnance, de cabot, il a son ordonnance pour les bilans biologiques, il a les numéros à prévenir. Il y a, l'ordonnance pour l'infirmière, il y a enfin, l'ordonnance pour la prise de sang, le suivi biologique. Ça va être beaucoup de choses anticipatoires et qu'il faudra refaire, à chaque consultation et à chaque, évaluation clinique. La suivante. Alors ça, je sais pas si tu en as parlé Guillaume, mais du coup, il y a ce gestionnaire informatique qui a été, qui là vous est montré, je crois qu'il y a une petite vidéo, juste après. Qui montre effectivement donc un logiciel de programmation des injections, hein, donc l'intelligence artificielle et la technologie peuvent aussi nous être utiles, dans ces cas-là, puisque, ben, on sait qu'un support papier, il va pas forcément être conservé, que, ben, multiplier les interfaces, ça peut être assez compliqué. Si la personne ne va pas, dans le même centre pour ses injections, ça va aussi poser problème. Hein, l'idée étant d'avoir un outil en fait, qui permet de dire voilà, le type d'injection, la date à laquelle on l'a fait, la date à laquelle on la programme, et d'avoir comme ça un calendrier, hein, pour le patient, qui doit respecter pour les types d'injections. Alors, je reste, dans mon ordre d'idée à moi qui est de dire que bon, les
les usagers doivent quand même être acteurs de leur santé et gérer, hein, aussi leurs dates. Mais comme on le disait, la PrEP injectable, elle vise aussi certaines populations un petit peu précaires qu'il faudra, quand même essayer de maintenir un maximum dans le soin et ça, on sait d'avance que ça va être, ces cas un peu particuliers qui vont parfois nous demander du temps et de l'implication. Tu peux passer. J'avais effectivement mis cette diapo-là parce que, je pensais que c'était important. Que faire en cas d'arrêt? On se pose pas vraiment cette question quand on arrête, la PrEP, Péros, hein. On leur dit: «Bah, voilà, c'est que vous êtes plus exposés aux risques», mais par rapport au cabotegravir, va falloir anticiper un peu cet arrêt puisque, les études ont montré qu'il y a une persistance quand même du médicament à des concentrations qui sont infrathérapeutiques pendant 12 mois. Hein, ça veut dire qu'il reste des traces de cabotegravir, mais que ça ne protège pas du tout. Donc si effectivement il y a plus d'exposition, au VIH, ben, ça pose pas vraiment problème. Mais s'il y a toujours de faibles expositions ou une persistance de l'exposition malgré l'arrêt pour telle ou telle raison, bah, il faut penser à des stratégies préventives de relais, hein, en prévention combinée dès 2 mois après l'arrêt des injections et cela jusqu'à au moins 1 an. Hein, donc soit par le relais d'une autre PrEP, soit par le préservatif, soit voilà, par d'autres méthodes préventives et ça, je pense qu'il faudra vraiment insister, avec nos patients et patientes que, à l'arrêt, ben, on doit quand même faire le relais par quelque chose. Voilà, je crois que c'est bon pour ma partie. Merci. Peut-être la Marie? petite, non? Ah non, il y avait la vidéo là qui expliquait le truc le gestionnaire on n'a pas pu la voir, mais c'est pas grave. Elle sera montrée un peu plus tard. Donc, Hmm. elle Ah, va ok. on va montrer le Ok, lien. ok. Ok. Là, je vais vous montrer la vidéo qu'Hélène Laroche a préenregistrée, du coup, pour parler des résistances et des risques. On n'a pas le son, hein, du coup. Dans les essais, donc HPTN 083 et HPTN 084 qui avaient été menés pour le premier chez des hommes, il y en a un rapport sexuel avec des hommes et des femmes trans, et le deuxième chez des femmes cis. L'efficacité était respectivement supérieure donc, à celle du TDF-SPC avec une réduction du risque de 66% chez les hommes et les femmes trans et de 88% chez les femmes cis. Donc, dans ces essais, il y a eu donc néanmoins des contaminations au VIH, donc parmi lesquelles certaines étaient survenues donc dès l'initiation en fait de la PrEP injectable. Donc, pour le bras de la PrEP injectable, c'était environ 2242 patients hein, qui étaient inclus de mémoire dans le bras PrEP injectable de cabotegravir. Et il y a eu donc 29 séroconversions parmi ces 2282 participants, soit donc un taux de contamination à 0,3%. Donc 6 qui sont survenus alors que les injections étaient faites à temps. Et donc ça représente donc 0,3% d'échecs chez qui la PrEP injectable avait été parfaitement bien respectée avec les injections à temps tous les 2 mois. Ce que vous voyez donc sur cette slide, en fait, donc c'est tous les échecs qu'il y a eu, que ce soit donc dans la phase en aveugle et dans la phase en ouverte. Donc vous voyez dans la colonne D, là, donc c'est toutes les personnes qui ont leur séroconversion avec les injections à temps. Vous avez en haut de la colonne A les personnes qui ont été diagnostiquées au moment où la PrEP avait été démarrée. Dans la colonne B, les personnes qui ont été diagnostiquées à distance en fait de l'arrêt de la PrEP, alors que la dernière injection de Cabo est datée de plus de 6 mois. Et les autres, c'est les personnes pour lesquelles la PrEP avait été redémarrée ou avait carrément été arrêtée. Donc, ce que vous voyez, les petits bonhommes donc, qui sont en vert plein, c'est les personnes qui ont développé des résistances au cabotegravir
dans cet essai. Et donc, ce qu'on voit, c'est que donc, sur les 6 personnes qui ont bien eu leur injection à temps, ces 6 personnes ont développé des résistances majeures à la classe des inhibiteurs d'intégrase, hein, donc qui est la famille à laquelle appartient le cabotegravir et qui est la famille qu'on utilise donc le plus aujourd'hui pour traiter l'infection du VIH. Donc ça, ce sont des données qui sont quand même importantes à avoir en tête sur les risques d'échec de PrEP du cabotegravir. Et l'autre point donc, qui est intéressant, c'est que vous voyez donc, dans cette ligne B, là, les personnes qui étaient donc exposées qui n'avaient pas été exposées depuis plus de 6 mois au cabotegravir, qui ont été contaminées donc au VIH, il n'y a pas eu de résistances qui se sont développées, donc les concentrations de cabotegravir n'étaient pas assez élevées, ni pour protéger, ni pour développer des résistances. Un autre point qui est important donc, dans la PrEP injectable de cabotegravir, c'est des potentiels délais, donc des potentiels retards au diagnostic de l'infection VIH. Ce qu'on appelle le syndrome de Levy, donc pour Long Acting RNA Viral Inhibition, une détection retardée de l'infection, qui semble être plus importante et plus fréquente qui était donc plus fréquente et plus importante dans ce bras de cabotegravir en PrEP injectable que dans la PrEP orale. Sur cette slide-là, vous pouvez voir donc, le cas d'un patient qui a été rapporté donc, pour cet essai HPTN 083, avec donc, cette personne qui a eu ses injections à temps, donc avec ce que vous voyez, les lignes en vert, ça présenté par les lignes en vert. En bleu ici, vous avez la date à laquelle cette personne a été découverte avec l'infection VIH, avec un test ELISA positif. Et en fait, quand on reprenait les antériorités des prélèvements, on s'est rendu compte qu'on aurait pu détecter sa séroconversion 3 mois plus tôt, c'est représenté ici avec la barre en rouge, ou la charge virale, date à laquelle la charge virale a été positive pour la première fois. Donc ça, c'est un point très important à avoir en tête, qui explique aussi pourquoi, dans les recommandations initiales de l'HAS en 2024, la charge virale était recommandée dans la surveillance de la PrEP injectable. Ça fait le lien aussi donc, avec l'émergence des mutations de résistance. Sur cette slide-là, vous voyez en fait les délais qu'il y a entre la date à laquelle les personnes ont été diagnostiquées pour leur infection VIH et la date à laquelle leur premier test était positif si on avait fait la charge virale dans cet essai. Donc ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que sur la date initiale où ils auraient pu être diagnostiqués, la plupart des patients avaient un virus sauvage. Seulement 2 avaient des mutations de résistance. Et à la fin, les 10 personnes ont développé des résistances majeures à la famille des intégrales. Donc, ce qui montre bien aussi l'intérêt potentiellement de détecter plus tôt une séroconversion, une contamination au VIH sous cabotegravir en PrEP injectable. Donc ça, c'est pour l'essai HPTN 083. Pour l'essai HPTN 084, donc la même slide avec nos petits bonhommes en vert, vous voyez là que donc il y a eu beaucoup moins de contamination, donc d'échecs de PrEP injectable, y compris chez des personnes à distance de l'injection de cabotegravir. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il n'y a aucun petit bonhomme qui sont vert plein, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mutation de résistance qui se sont développées donc dans cet essai chez les femmes. Qu'est-ce qu'on a maintenant concernant les données de vraie vie? Donc ça, je vous ai mis quelques posters donc, issus de la CROI 2025. Donc dans l'essai, dans cette étude de phase 4 PILAR donc, aux États-Unis, sur donc 200 personnes qui ont été mises sous traitement sous PrEP injectable, il y a eu donc 85% qui avaient maintenu leur injection AM6 et 73 AM12, et il y a eu 0 contamination au VIH. Cette slide, donc, issue du laboratoire VIV, sur la cohorte Opéra, donc aux États-Unis, sur des patients donc, qui ont initié la PrEP, sur la surveillance sur les 6 mois. Donc, c'était à peu près 500 personnes qui avaient initié la PrEP. 69% avaient eu leur injection on time et 11% ont eu des injections loupées. Un seul cas de contamination a été reporté. Et je crois que sur les données donc, de la CROI 2026, il y a eu un deuxième cas, donc avec un délai de suivi plus long, mais aucune mutation de résistance aux intégrases. Donc ça, c'est les données de vraie vie de la cohorte Opéra.
Là, je vous ai mis les résultats d'une autre cohorte aux États-Unis, c'est la cohorte SéroPrep, qui s'intéresse donc aux contaminations VIH sous PrEP. Donc, c'est 7 cas qui ont été rapportés, donc c'est pareil, c'est issu de la CROI en 2025. Donc, 7 cas de contamination sous PrEP injectable. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a eu donc 4 personnes, donc 7 contaminations sous PrEP injectable. 4 sur 7 au diagnostic n'avaient pas de test positif en sérologie, mais avaient un test positif en charge virale uniquement. Et parmi les 7, il y en avait donc 1, 2, 3, 4, 5 qui avaient développé des mutations de résistance à la famille des intégrales. Voilà, donc ce qui va quand même dans le sens des résultats des essais HPTN 083-084, donc avec une globale très bonne efficacité du cabotegravir, de très très rares cas d'échec, mais à l'échec, ce risque quand même non négligeable de développer des résistances à la famille des intégrales. Voilà, je laisse la parole à mes collègues pour la suite de la présentation. Merci. Et donc, du coup, maintenant, on va accueillir Cyrielle et Aurélie qui vont nous montrer un petit peu comment on administre le cabotegravir. Est-ce que les filles, vous pouvez faire un partage d'écran ou est-ce que vous voulez que c'est moi qui prenne la main encore une fois? On préfère prendre on te laisse la main. Allez, ça marche. Ok, je lance ça. Hop. Hop. Est-ce qu'on est bon? Non, c'est bon. Vas-y, tu laisses commencer. C'est moi qui commence? Oui. Non, c'est lui qui t'étudie quand il faut. Alors, on peut passer à la suivante. Voilà. Oui. Alors, avant de commencer, donc, chaque fois qu'on va voir le patient, il faudra le peser, vérifier donc qu'il n'ait pas pris beaucoup de poids ou perdu beaucoup de poids, parce que ça va avoir une incidence sur le choix de l'aiguille. Qu'il n'ait pas fait poser de prothèse de fesses et savoir s'il a des traitements déjà en IM, comme des nappes ou de l'extensiline ou des hormones. Donc, pour voir si on pique du même côté ou de l'autre. Et comme pour toutes les IM, faire attention aux contre-indications avec les anticoagulants. On peut passer à la suite. Voilà. Donc, comment injecter en technique en Z? Donc, en fait, il faut repérer au niveau de la fesse, au niveau du quart supérieur externe bien haut. Et du coup, on maintient la fesse, on la pousse, on pique, on fait notre retour veineux. Et en fait, après, on fait une injection lente du produit. On retire l'aiguille, on lâche la fesse et on met le pansement. Donc, on passe à la suivante. Merci. Donc là, il y a la mise en image. Voilà, donc on repart le quart supérieur en haut. On retire l'excédent de liquide, on étire la peau, on injecte et après on évalue. Voilà. Alors, les risques, il va y avoir les risques de fuite, ça peut arriver. Il ne faut pas s'inquiéter. Nous, ce qu'on a fait, c'est de prendre une seringue avec de l'eau et de regarder en fait à quoi ça correspond exactement. 0,1 cc, 0,2 cc. Et en fait, en regardant combien ça quantifie, ce n'est pas énorme en quantité, mais ça peut faire beaucoup de gouttes. Et il faut apprendre s'il y a une petite fuite, à savoir combien il y a exactement, parce qu'on doit toujours en référer au médecin pour qu'ils soient au courant, même si avec l'ensemble des patients, nous, qu'on a eu en injectable, pas en PrEP, mais en injectable en ARV, en fait, on en a 172, on en a quelques-uns qui ont eu des fuites, et on s'est aperçu qu'il n'y a jamais eu ni d'augmentation de la charge virale, et que les dosages des ARV étaient toujours bons. Donc voilà, mais il ne faut pas hésiter à en parler au médecin. Ben, j'ai eu des fuites, ça peut être justement à cause de la taille de l'aiguille qui n'est pas adaptée aux patients. Donc voilà, pas hésiter à en parler. Au risque infectieux, nous, sur l'ensemble de tous nos patients, on a eu une fois une patiente qui a fait un abcès et elle aussi, il n'y a pas eu d'augmentation de sa charge virale et le dosage était bon. Voilà, ça ne nous est arrivé qu'une seule fois. À la suivante. Super. Donc, du coup, dans le pack, donc, on s'est retrouvé avec, il n'y a que le produit dans la boîte, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut prévoir une seringue de 5 ml, un trocard et une aiguille adaptée
Donc, à l'IMC du patient ou au morphotype du patient. Donc, après, on choisira 38 ou 50 ligaments. Morphotype, c'est les personnes qui ont des fesses assez volumineuses. Et donc, du coup, selon les personnes, on va adapter ou pas l'aiguille. Voilà, si quelqu'un a un IMC qui est Ça fait pas plus mal. normal, mais avec des fesses plus importantes, par contre, on peut être amené à choisir le 50. Et ça fait pas plus mal, ça reste une aiguille classique, mais c'est juste que on entrera plus dans le muscle à ce moment-là avec une plus grosse aiguille. Dans les retours d'expérience, nous, on a été donc surprise par l'emballage parce qu'on n'avait pas le reste du matériel, puisqu'on était habitué au Cabria. Dans le Cabria, on retrouve l'aiguille, une aiguille, comment ça s'appelle, une aiguille d'injection 38, merci. Et on a le transfert 7, ouais, et la seringue. Et à tout l'adapter. Après, il faut bien rappeler aux patients donc, les pratiques à ne pas faire. Donc, pas de sport intense, de squat, de choses comme ça. Pas de sauna, de hammam pour éviter en fait les jets sur les endroits où on a injecté. Et pas de massage de la zone après, ouais. Personnellement, nous, on avait l'habitude de faire une fesse, une injection, puisque donc pour les ARV, on fait à droite, à gauche et Cambis à droite. Donc, collégialement, on a choisi de garder la fesse gauche, mais après, il n'y a pas d'importance. Juste faire attention si jamais il y a d'autres IM qui sont faits régulièrement, voilà, de ne pas le faire en même temps au même endroit. Ça peut être mieux suivant ce qu'on injecte aux patients. Et après, il faut faire bien attention, c'est le problème, nous, le souci on peut avoir avec les ARV, c'est bien faire commander au patient à l'avance le médicament en pharmacie pour être sûr qu'il n'y a pas qu'il n'arrive pas au rendez-vous sans son médicament en fait. Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques surprises où le patient, nous, ça va qu'on a la pharmacie sur place, mais c'est vrai que certains patients arrivent sans leur médicament parce qu'ils n'ont pas anticipé la commande, ils ont oublié. Donc, on leur dit bien de commander à l'avance les traitements à leur pharmacie, qu'ils se mettent des rappels ou voir avec la pharmacie comment ils peuvent comment ils peuvent se mettre en lien. Voilà. Et après, on passe à la suivante. Et là, donc la fiche patient, c'est ce que je disais, c'est ce que nos médecins donnent, nos médecins et notre infirmière d'éducation thérapeutique donnent aux patients pour les mises sous PrEP. Alors là, c'est en fait juste pour vous montrer exactement le site d'injection et la technique. Nous, quand on arrive dans le service, on la regarde pour être formé, pour voir ça. Et après, on s'aide les unes les autres quand on arrive dans le service. Je vais laisser la lancer, comme ça, vous allez voir la fameuse technique en Z qui peut être déstabilisante pour les infirmiers qui ont l'habitude que de faire des IM classiques. Ouais. Alors, elle est partie, pas la vidéo. Je vais vous la lancer, la vidéo. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je lance la vidéo maintenant? Ouais. J'ai entendu l'expliquer. Et que tu me regardes. Et je vous repartage mon écran. C'est un peu sport, je suis désolé, rien ne se passe comme prévu, forcément, mais je vous diffuse la vidéo. Ah tiens, comment c'est ça? À identifier le site d'injection. Il est important de noter que cette injection doit être effectuée uniquement par voie intramusculaire au niveau du muscle fessier. Des précautions doivent être prises pour éviter une injection accidentelle dans un vaisseau sanguin. Ne pas administrer par voie intraveineuse. Il existe 2 sites d'injection possibles. Le site ventroglutéal est recommandé car il est éloigné des principaux nerfs et vaisseaux sanguins. Le cadran supérieur externe du site dorsoglutéal peut être utilisé si nécessaire. La prétude ne doit pas être administrée sur un autre site. Retirez le capuchon de l'aiguille pour injection. Tenez la seringue avec l'aiguille orientée vers le haut.
Appuyez sur le piston jusqu'à atteindre la dose de 3 ml afin de retirer l'excédent de liquide et les bulles d'air. Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool. Laissez sécher la peau à l'air libre avant de continuer. Utilisez la technique d'injection en Z afin de réduire au minimum le risque de fuite du médicament depuis le site d'injection. Tirez fermement la peau recouvrant le site d'injection en la déplaçant d'environ 2,5 cm. Maintenez-la dans cette position pour pratiquer l'injection. Insérez l'aiguille sur toute sa longueur ou à une profondeur suffisante pour atteindre le muscle. Tout en continuant à maintenir la peau étirée, enfoncez lentement le piston jusqu'au bout. Assurez-vous que la seringue soit vide. Retirez l'aiguille et relâchez immédiatement la peau étirée. Une fois l'aiguille retirée, exercez une pression sur le site d'injection à l'aide d'une compresse de gaz. Un petit pansement peut être utilisé en cas de saignement. Ne massez pas la zone. Jetez l'aiguille, la seringue et le flacon usagés conformément aux lois locales en matière de santé et de sécurité. Merci d'avoir regardé ce guide étape par étape pour la préparation et l'injection d'aprétude. Hop. Pour les mineurs, hein, oui, c'est ça. Est-ce que les filles, vous voulez rajouter des choses sur cette vidéo? Ou on est OK? Nous, c'est vrai qu'on comment ça s'appelle, on garde plus l'emplacement dorso-glutéral. On a vu que les patients avaient moins mal à ce niveau-là que sur l'autre emplacement qui est dit dans la vidéo. Donc, c'est vrai que... Ouais, et même nous sommes plus à l'aise avec le dorso-glutéral que le ventro. Voilà. C'est la seule chose qu'on a rajoutée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Hop, et du coup, je vais laisser la parole à Pascal. Est-ce que Pascal, du coup, tu as la main mise, toi, sur ton partage d'écran, ou est-ce qu'on fait l'autre technique où je te diffuse tout? Écoute, on va essayer. On essaye? Ouais, ça marche. C'est sur Mac alors. Ça marche. Vas-y, super. Ouais. Merci à toi. Merci, mais je voulais, merci pour les présentations précédentes. Je voulais aussi essayer de mettre un peu en perspective les organisations régionales. Je veux dire, l'idée n'est pas d'uniformiser, mais peut-être de donner des pistes et d'homogénéiser un petit peu nos réflexions, à la fois sur les parcours et puis peut-être aussi mettre en perspective sur les opportunités finalement de l'arrivée de la PrEP injectable pour rebalayer en fait la question de la PrEP tout court. Donc d'abord préciser que la PrEP c'est un parcours de prévention médicalisée. L'idée, c'est d'atteindre toutes les personnes exposées. Comme vous le savez, ce n'est pas encore le cas actuellement. C'est de permettre aussi une offre diversifiée selon les besoins. Donc l'oral en continu ou discontinu et maintenant les injectables. Et puis, il y a des potentiels risques du non-suivi ou de l'abandon du parcours. Alors, il n'y a pas de risque si la personne n'est plus exposée. Il y a, comme vous le savez, un risque de contamination si on l'arrête et qu'on continue à être exposé, d'autant plus que le préservatif, on sait qu'il est difficile parfois à reprendre. Donc la phase d'arrêt de la PrEP est toujours un moment compliqué, en tout cas celle de la PrEP orale, mais ça va être aussi le cas de la PrEP injectable, comme l'a expliqué Marie. Il y a un risque de résistance, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau populationnel, avec différents degrés de conséquences, bien évidemment, selon le fait qu'on soit en PrEP orale ou injectable. Il y a aussi dans les potentiels risques, je dirais, par expérience, le sentiment de gêne, parfois de culpabilité vis-à-vis des équipes soignantes sur le fait qu'ils aient arrêté la PrEP ou qu'ils n'aient pas suivi les rendez-vous, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est souvent aussi à désamorcer dans les consultations. Et puis donc avec la PrEP injectable par cabotegravir, il y a un risque supplémentaire. C'est effectivement la réinjection qui doit être faite à la bonne date pour éviter, comme l'a dit Marie, de recommencer l'initiation ou le passage à la PrEP orale. Et donc, il y a vraiment des besoins d'anticiper pour la séquence des injections. Donc, dans ce parcours, il y a une importance de l'organisation d'un parcours qui est resserré de prévention médicalisée, à mon sens, à la fois pour éviter les ruptures non voulues par négligence, c'est souvent le cas, et puis la séquence complexe, quand même, ce qu'on nous a expliqué, là, de la PrEP injectable, c'est-à-dire des tests préalables, la consultation, les résultats du laboratoire, la pharmacie, la délivrance et puis l'injection. Je dirais que c'est un peu pareil que la PrEP orale, mais sur les dernières parties, effectivement, c'est bien évidemment
plus compliqué, et d'autant plus, effectivement, quand on est aussi sous PrEP oral, qu'on a la possibilité d'être en PrEP discontinu, ce qui est quand même une séquence qui est, à mon avis, moins complexe. Et donc ça doit être adapté à tous les lieux et les ressources disponibles, qu'on soit en service de maladies infectieuses, en CGID, en CSMSS, en centre de santé sexuelle et en médecine de ville. Et puis, je souhaitais aussi rappeler, ça a été dit tout à l'heure, l'efficacité et l'importance de l'autonomie des usagers et des usagères. D'abord parce qu'on va le voir à la slide d'après, il y a une efficacité de l'autonomie sur les switches. Et donc, il va falloir penser aussi le besoin de switch pour les différentes populations, que ce soit en PrEP oral continu ou en PrEP oral à la demande. Ça, on sait faire et les patients sont assez autonomes sur le fait de passer sur ces switches-là. Il va falloir passer aussi le switch vers la PrEP long-acting, mais aussi dans tous les sens. Donc ça, c'est un besoin qui est important. Et puis donc, rappeler aussi que les besoins de PrEP correspondent à des différentes situations sexuelles avec des partenaires multiples et ou une activité sexuelle qui est souvent irrégulière et discontinue, des personnes qui ont des vies compliquées par la précarité, c'est le cas notamment des personnes migrantes primo-arrivantes, plus que les autres, des problèmes de santé mentale qui sont fréquentes chez les HSH, et puis la prise de produits. Donc c'était un petit peu le contexte. Je voulais rappeler aussi alors des données qui sont un peu anciennes sur l'étude Parcours ANRS, qui étudiait des différences, qui cherchait des différences entre les personnes migrantes qui étaient infectées par le VIH, celles qui s'étaient infectées et celles qui ne l'étaient pas, par exemple. Et on avait constaté des relations courtes, plus fréquentes chez les personnes infectées par le VIH en France, 52% versus 30% entre les femmes infectées et celles qui ne l'étaient pas. Et c'était pareil aussi chez les hommes. Plus de relations transactionnelles chez les femmes, avec une différence qui était significative, liée souvent à l'absence de titre de séjour et de logement stable. Et puis des partenariats discontinus et imprévisibles, avec un profil PrEP qui est quand même compatible avec une PrEP orale à la demande, autant qu'avec une PrEP injectable long-acting. Et puis je voulais rappeler aussi que la précarité était le déterminant principal du risque et qu'elle concernait à la fois les hommes et les femmes migrantes à égalité. Vous présentez aussi ou rappelez les données qui ont été présentées il y a 3 semaines à Denver, finalement sur les résultats définitifs de les laisser prévenir, la cohorte prévenir ANRS. D'abord pour dire que la PrEP orale marche très très bien, puisque c'est moins de 1 cas de contamination pour 1000 patients année, et que parmi les 13 cas qui ont été où on a eu une séroconversion, eh bien c'était pour la plupart du temps des gens qui avaient arrêté la PrEP. Et vous voyez ici effectivement la probabilité de switcher entre la PrEP continue et la PrEP à la demande, qui était très importante et avec une efficacité qui était équivalente. Donc l'autonomie et la possibilité de switch est pour moi quelque chose de très important. Rappelez aussi les recommandations anglaises, et donc on s'est positionné, ou la SFLS doit se positionner sur un position statement, parce que je pense que les recommandations HAS n'arriveront pas tout de suite, sur la possibilité de faire comme au Royaume-Uni et de proposer la PrEP 2-7, c'est-à-dire 2 comprimés le premier jour et puis 7 jours de PrEP continue, qui est désormais recommandée chez les femmes cisgenres au Royaume-Uni pour avoir vraiment le choix dans une offre diversifiée. Donc, pour moi, l'arrivée de la PrEP injectable, c'est une nouvelle opportunité. Et aussi l'arrivée prochaine et urgente, à mon sens, de la PrEP orale à la demande pour les femmes cisgenres, pour capitaliser les expériences dans les différents contextes, pour améliorer l'efficacité collective de la PrEP, parce que je pense que c'est vraiment une efficacité collective qu'il faut avoir et qu'il faut cibler maintenant. Et donc la question, c'est comment on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on peut anticiper. On a vu des pistes là tout à l'heure, des propositions. Est-ce que c'est des situations médicales? Est-ce que c'est des situations préventives? Est-ce que c'est des situations sociales, notamment avec l'absence de droit? Est-ce que c'est des problèmes pratiques, la pharmacie, le laboratoire, etc., etc. Et donc je pense qu'il y a un travail collectif intéressant pour les CORES, et notamment pour le CORES PAC. Ça a été aussi une proposition, et qui va être diffusée à la nouvelle fédération des CORES, travailler dans le groupe aussi avec la Direction générale de la santé et le groupe issu de la SFLS qui a proposé ce guide prescripteur, mais aussi proposer en fait des organisations ou des modèles d'organisation, bien évidemment, qui doivent être adaptés à chaque territoire,
en tout cas sur l'identification des personnes éligibles. Je pense que c'est un premier pas, et puis aussi de se rassurer dans une première phase. Il y a des questions qui vont se poser, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est comment gérer les demandes des usagers si elles sont hors recommandation. Guillaume en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il faut encourager les échanges entre acteurs et actrices. Donc on va proposer d'abord des RCP multidisciplinaires intra- et interstructures, ne pas hésiter effectivement à faire des staffs, et je pense que c'est déjà probablement mis en place. Sur Nice, on a une RCP au niveau du CHU et on a proposé aux équipes du CEGID de participer à ces RCP-là pour éventuellement parler et discuter des initiations de PrEP injectables. Et puis, on est en train de réfléchir là au niveau du CORES à proposer des IRCP territoriales avec des outils qui vont, j'espère, être rapidement mis à disposition. Je pense qu'au-delà de la PrEP injectable, il y a la facilitation du maintien dans le parcours de prévention. On a déjà et on connaît l'efficacité de la téléconsultation dans la PrEP orale. Est-ce qu'on peut aussi faire de la téléconsultation avec de la PrEP injectable? Moi, je pense que c'est pas impossible pour essayer de faciliter et avoir des parcours de soins simplifiés. C'est là où il faut vraiment effectivement réfléchir. On en a déjà discuté avec Guillaume au niveau du groupe national, effectivement déjà aussi dans le suivi. Est-ce qu'on peut faire le jour même le bilan biologique et l'injection et récupérer la charge virale si effectivement elle tarde un petit peu et prendre des décisions si la charge virale n'est pas conforme à ce qu'on attend. Et donc, il y a une vraie coordination avec le pharmacien d'officine, parce que là, je pense que vous n'avez pas dans les CEGID et vous n'avez pas à l'avoir d'utilisation ou d'achat de PrEP injectable. Une coordination avec les IDE, soit en CEGID, soit en SMIT, soit les infirmières libérales. Et donc, il y a effectivement à refaire du lien au niveau ville-hôpital entre les prescripteurs, les infirmières, les pharmaciens d'officine, les structures spécialisées, bien évidemment, les associations et les structures de prévention. Et puis, il va falloir aller vers, faire de l'aller vers pour aller toucher les publics qui ne sont pas actuellement, qui ne sont pas sous PrEP. Donc, une coordination pour initier, poursuivre et pour éviter les ruptures de parcours. Donc, pour ça, il y a des outils de facilitation de suivi. Vous avez vu tout à l'heure l'outil de gestionnaire de la PrEP qui a été développé par la SFLS, ça permet facilement de planifier, de proposer les dates et de les calculer. Il y a aussi probablement à réfléchir sur des requêtes des systèmes d'information, que ce soit dans Nadis ou Cupidon, pour voir des personnes qui ne sont pas venues dans les soins. On a déjà parlé effectivement de fichiers Excel à droite ou à gauche. Je pense que les organisations, toutes sont utiles à partir du moment où elles permettent effectivement de ne pas oublier, que ce soit de la PrEP orale ou injectable, effectivement une injection, une consultation, une venue, ou de rappeler le patient, de l'accompagner, soit avec les associations, soit avec de la pérédance. Il y a une vraie question autour du rappel des rendez-vous d'injection. C'est assez facile avec des outils comme Doctolib, mais encore faut-il, on ne l'a pas tous, qui va faire ces rappels? Est-ce que c'est le secrétariat des équipes? Qui va appeler? Est-ce que c'est un rappel par mail? Je pense que c'est vraiment à proposer, et les différentes offres avec le patient lui-même. Quelles sont les modalités de rappel de consultation si la personne n'est pas venue? Comment on organise le retour vers le soin? On a parlé du relais PEROS aussi. Et donc, quelles sont les coordinations à avoir entre le laboratoire, le clinicien et les personnes sous PrEP, et puis entre les coordinations entre le clinicien, le pharmacien et les infirmières. Et puis, on a des réseaux de soins infirmiers libérales qui ont été construites autour du traitement curatif des injectables en ville. Je pense qu'on est en train de les solliciter aussi pour voir. On a des équipes d'infirmières libérales qui peuvent faire et qui savent faire des injections sur les PrEP injectables en curatif et qui pourront le faire en préventif, y compris effectivement dans la prévention des ruptures ou des retards. Sur la partie communication, on a le premier webinaire qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'il y en aura d'autres. On a prévu en juin un webinaire avec l'URPS des infirmières libérales en juin pour aborder la prévention combinée, dont les traitements injectables curatifs et préventifs. Je pense qu'on refera aussi d'autres webinaires, peut-être avec des modalités différentes, soit de sensibilisation sur la PrEP, soit de formation un peu plus approfondie. Et puis, on va diffuser les guides et outils d'aide à la décision. On a parlé tout à l'heure
de fiches pour les infirmières qui sont plutôt bien faites. La SFLS aussi a fait une fiche pour les pharmaciens d'officine. On aura aussi, et je souhaite, et je vais recontacter les Cégide prochainement, je pense que c'est important de suivre des indicateurs, là, c'est en profiter un petit peu, d'avoir une saisie homogène à définir ensemble, je pense, dans les Cégide pour... moi, je pense qu'il y a des questions de recherche, en tout cas, c'est même pas de recherche, c'est observationnel. Comment on initie quel nombre? Est-ce que c'est des switches? Est-ce que c'est des personnes qui n'étaient pas connues des Cégide ou qui étaient connues mais qui n'utilisaient pas la PrEP orale? Et quel est le profil de ces personnes qui sont mises sous PrEP injectable? On aura aussi la possibilité de faire ça dans l'ADIS. Et puis, on a des ressources qui permettent aussi, au-delà d'Epifar annuellement, probablement d'utiliser, de regarder ce qui se passe dans la base nationale de l'assurance maladie. Les manques actuels, on en discutera tout à l'heure sur la PrEP injectable, c'est le financement des Cégide. La DGS, et en tout cas, n'a pas trouvé les moyens pour le 2026. En tout cas, c'est les informations que j'avais jusqu'à il y a 15 jours ou 3 semaines pour réabonder effectivement le FIR et permettre l'achat de cabotegravir pour les personnes qui sont sans droit dans les Cégide. Il y a aussi le coût et le surcoût de la biologie, du bilan biologique par la charge virale. Et puis actuellement, comme vous le savez, peut-être ou pas, il n'y a pas de prise en charge à 100% de la charge virale pour le suivi de la PrEP injectable. Et donc ça, c'est une demande que l'on a faite aussi rapidement à la DGS pour éventuellement modifier dans les meilleurs délais la nomenclature. Si vraiment on respecte les recommandations et que la personne doit être mise sous PrEP injectable, il n'y a pas de raison aussi qu'il n'y ait pas une prise en charge à 100% pour son suivi de la charge virale, même si elle est espacée, mais on sera amené à en faire. Et puis, les manques actuels, là, ça va au-delà de la PrEP injectable, c'est d'amener vers la PrEP des publics qui ne sont pas actuellement sous PrEP. Donc, c'est le cas des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, avec un profil, j'appelle les profils ERAS, on y reviendra tout à l'heure. Bien évidemment, les femmes, mais aussi, par exemple, les usagers de drogues injectables. Alors, je rappelle ici, pour terminer, quelques données épidémiologiques sur PACA. On a atteint ici, en PACA, les données 2023, les 3,95. On a une population non diagnostiquée aux alentours de 619. On a en PrEP orale, au premier semestre 2025, on avait 5565 utilisateurs actifs, avec une augmentation de plus de 11% entre juillet 2024 et juin 2025. Donc c'est plutôt pas mal, c'est la plus forte progression régionale en France. Les limites, c'est les limites nationales, c'est-à-dire essentiellement des hommes, des profils urbains et des personnes non précaires. Et puis, on a une incidence qui a baissé, mais qui est relativement stable, l'incidence du VIH, et qui est estimée en 2024 à 217. À la CROI, dernièrement, il y a Andrew Hill qui a proposé en fait d'utiliser un ratio PrEP utilisé, ce qu'il appelle le PrEP to need ratio, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont sous PrEP par rapport au nombre de personnes qui sont contaminées. Il est parti du principe qu'il fallait 41 personnes sous PrEP avec le lenacapavir pour éviter une infection par le VIH. Et donc, il a regardé dans les différents pays quel était le rapport entre le nombre de patients sous PrEP et l'incidence du VIH. Et donc, en partant du principe que finalement, il fallait être au-dessus de 40 pour essayer d'avoir un impact en fait sur l'incidence du VIH. Vous voyez qu'il y a 4 pays simplement qui sont au-dessus de 40. C'est le cas du Royaume-Uni. On est à 40 sur 1 exactement. En Norvège, alors avec, attention, modération, des files actives de PrEPers et aussi une population qui est différente, qui sont avec un PrEP to need ratio de 265. Au Danemark, c'est 52. Et puis, il y a 10 pays qui sont entre 10 et 40, dont la France, avec un ratio qui est de 16 personnes sous PrEP pour une nouvelle contamination estimée. Ça, c'était avec une file active de PrEP de 60 000 personnes. Elle a un petit peu augmenté maintenant. Alors, je me suis un peu amusé à regarder ce qui se passait ici. On a une incidence, comme je vous l'ai dit, en 2024 de 217. On avait, à la fin du deuxième semestre 2024, 5384 personnes actives. Et donc, le PrEP to need ratio était en PACA de 25. Donc, ça se rapproche un petit peu de ce qui est aux Pays-Bas. C'est un petit peu plus haut qu'en France. Et c'est bien évidemment beaucoup plus bas qu'au Royaume-Uni. Donc, on a, et on le sait, des efforts à faire par rapport à l'utilisation et l'élargissement du nombre de PrEP. Pour finir, je voulais revenir aussi, et avec l'aide de France Lert, qui m'a aussi aidé dans cette réflexion-là, les réalités et les enjeux de la prévention.
D'abord, chez les femmes, on a dit souvent dans les communications actuelles, on a 30% de personnes, de femmes qui se contaminent chaque année, et on a que 6% des femmes qui sont sous PrEP. En fait, c'est un chiffre qui est à corriger, parce que d'abord, c'est 28% des nouveaux diagnostics qui sont des femmes, mais il y en a plus de 55 qui sont des femmes nées à l'étranger et qui étaient infectées avant d'arriver en France. Donc la part réellement prévenable en France qui pourrait être mise sous PrEP, c'est en réalité aux alentours de 16%. Et d'ailleurs, quand on regarde les données de Canvicide à Île-de-France, on arrive à peu près à ce chiffre-là. Donc du coup, on part de loin, mais on part pas quand même de trop loin par rapport au fait qu'on a un gap entre 30% et 6% des femmes qui sont sous PrEP. Oui, il y a 6% sur le premier semestre 2027, c'est-à-dire la dernière période étudiée, 6% des femmes seulement qui sont sous PrEP. Mais n'empêche qu'en 2021, entre 2021 et 2024, on a multiplié par 3 en 3 ans le nombre de femmes sous PrEP orale, donc de 418 à 1189. Et donc, il y a une dynamique existante avec la PrEP orale. Et donc, ça, c'est quand même important à rappeler. D'où, pour moi, l'urgence aussi d'avoir la PrEP à la demande et d'avoir cette indication-là. Donc, en fait, est-ce que 30% des nouvelles contaminations chez les femmes versus 6% des femmes sous PrEP, c'est pas tout à fait le cas. La PrEP chez les femmes a augmenté dans les 4 dernières années. Et effectivement, le CAB long-acting et la PrEP à la demande pour les femmes offrent de nouvelles opportunités d'augmenter le niveau de la prévention. Le deuxième point très important, et le chiffre, c'est le plus important finalement dans les données épidémiologiques, c'est le chiffre x10. L'incidence du VIH des migrants d'Afrique subsaharienne, hommes et femmes, est 10 fois supérieure à celle de la population générale. Et ce chiffre concerne autant les hommes que les femmes. Donc la cible PrEP ne se limite pas qu'aux femmes migrantes. Et pour les hommes migrants, c'est pour moi une cible oubliée. Les hommes hétérosexuels, l'incidence après l'arrivée en France est supérieure à l'incidence, ou en tout cas au cas qui arrive avec le VIH. Donc il y a une infection en France qui existe aussi. Et puis comme vous le savez, les HSH nés en Afrique subsaharienne, l'incidence est de plus de 161% entre 2012 et 2023. Warning quand même sur les chiffres, plus de 160, on est passé de 47 cas à 169 cas. Au final, les personnes en situation de migration, on a quand même fait beaucoup de progrès. Il y a moins d'arrivées de personnes migrantes infectées sans le savoir, car il y a des progrès importants du test and trick en Afrique subsaharienne. Alors le warning quand même sur l'impact de PEPFAR et d'United depuis 1 an. Il y a des délais qui sont très courts pour le dépistage après l'arrivée, c'est les données de surveillance de Santé publique France. Il y a une réduction du délai au diagnostic des migrants infectés en France. C'est 1 an en médiane pour les femmes et 1,8 chez les hommes. On peut faire mieux, mais c'est déjà bien. Et puis, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux hommes migrants et aux circonstances de leur sexualité. La contamination, c'est les données publiées par l'équipe de Conkel, mais c'est pas de Santé publique France, mais c'est pas les données de surveillance. C'est paru dans le GIEDS 2025. Le délai de contamination chez les hommes migrants se fait en médiane 10 à 12 ans après l'arrivée. Et à mon avis, c'est là qu'il y a quand même un gap très important. Pour finir, les enjeux et de la prévention de la PrEP, bien évidemment, il y a les femmes. Bien évidemment, il y a les personnes migrantes et pensées hommes et femmes. Je pense qu'il y a les usagers de drogues injectables. J'y suis attaché parce qu'on a eu un cluster en 2025 chez les usagers de drogues injectables et on s'est rendu compte que les personnes n'étaient pas sous PrEP, alors pour tout un tas de raisons de PrEP orale. Et je pense qu'il y a peut-être la place sur la PrEP injectable et il faut aller voir les CARUD et les XAPA et voir un petit peu s'il y a des publics ici. Et puis rappeler les HSH nés en France qui ne sont pas sous PrEP actuellement alors qu'ils ont une indication de PrEP. C'est les données d'ERAS 2023. Je les rappelle, moins de 25 ans, moins d'études supérieures, situation financière difficile, habiter dans des agglomérations moins densément peuplées, être distants du système de soins, ils sont plus éloignés des réseaux de socialité gays. Ils ont une orientation sexuelle moins affirmée, je pense que c'est très important, qui est marquée par une identification plus fréquente comme bisexuelle. Et comme on le rappelait tout à l'heure, il y a peut-être cette notion effectivement de cacher en fait la PrEP. Et peut-être que là, il y a une place aussi pour la PrEP injectable. Ils sont aussi davantage victimes de violences homophobes dans leur milieu de vie et avec un mal-être psychologique marqué. Donc la santé mentale aussi.
Donc, pour finir, je pense que le cabotegravir long-acting, mais aussi la PrEP à la demande pour les femmes, elles offrent de nouvelles opportunités d'augmenter le niveau de prévention, mais c'est des opportunités qui seront insuffisantes sans la mise en œuvre de tous les outils de prévention combinés envers tous les publics exposés. Et c'est l'émission du CORES avec l'ensemble des acteurs et des actrices, notamment celles et ceux qui sont parmi vous. Voilà, je vous remercie et on va pouvoir ouvrir la place à la discussion. Merci Pascal. Si vous avez des questions, je vous laisse lever la main et je peux vous donner la parole du coup de manière individuelle. Hop. Pervenche? Alors, tu as ton micro d'activer. Est-ce que tu peux peut-être activer le tien? Ça y est, c'est bon. Ouais, Oui, super. bonjour à tous. Deux petites questions très pratiques. La première, peut-être pour Hélène Laroche, si elle est là. Sur la PrEP-line, est-ce que vous avez prévu d'inclure cette PrEP injectable pour les questionnements, peut-être pour les professionnels justement qui font pas de la PrEP injectable très souvent et qui sont un petit peu éloignés des grandes structures? Est-ce qu'il y aura une possibilité d'appeler des professionnels qui sont plus, comment dire, habitués? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est on réfléchit tous, je pense, chaque structure réfléchit actuellement pour la surveillance de ces usagers, de ces patients. Est-ce que enfin nous, on a prévu pour l'instant un fichier Excel où on mettrait donc tous les patients qui sont inclus avec des dates d'injection prévues, etc. On a la chance d'avoir Doctolib pour les rappels, etc. Donc c'est un petit peu notre crainte comme vous tous, j'imagine. Et est-ce qu'il y a prévu une plateforme d'échange de tous les moyens qui pourraient être imaginés par chaque structure pour qu'on puisse quand même partager nos idées, quoi. Voilà. Alors pour PrEPlan, si tu veux, bonjour pardon, c'est Olivia. Olivia Fouchier du CIDI à Sainte-Marguerite. Je peux répondre. En fait, Hélène, elle est pas connectée. Mais je te remercie de ta question pour la PrEPlan parce que c'est tout à fait effectivement comme ça qu'on voyait les choses, d'orienter la PrEPlan et de pouvoir offrir un support d'expertise aux médecins qui seraient dans la difficulté éventuellement pour la prescription de PrEP, en plus de tous les autres documents qu'on a cités avant. Donc oui, et c'est tout à fait l'orientation. Ensuite, pour ce qui est de la plateforme de mise en commun des documents, je pense que c'est une très bonne idée. Je n'ai pas de réponse particulière. Je ne sais pas où ça en est de ce point de vue-là. Peut-être que Pascal Pugliese veut dire un mot. Je pense qu'il sera peut-être plus à même. Oui, bah, écoutez, c'est une très bonne remarque. On a déjà les outils qui sont à disposition là sur la SFLS qui peuvent être utilisés. Moi, je pense qu'on peut faire un groupe d'échange, alors que ce soit WhatsApp ou mail, etc., pour échanger les outils que l'on utilise. Alors, c'est vrai, comme tu l'as dit, Pervenche, il y a des usages qui sont différents. Hein. Ceux qui ont Doctolib, je pense ceux qui ont Cupidon aussi, il y a des fonctionnalités qui peuvent être développées. Je suis en lien aussi avec Cupidon, comme beaucoup SSP. Il y a peut-être le club utilisateur pour parfaire un petit peu. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui sont disponibles et accessibles pour vous. On peut, nous, probablement, avec l'aide de l'IA, un peu développer des choses si vous le souhaitez. Je vous avoue que c'est moi qui ai développé l'outil de gestionnaire SFLS là, qui a été fait. Et donc, du coup, on peut, en fonction des demandes assez précises, peut-être construire des outils en restant toujours tout dans le périmètre RGPD. Hein, c'est-à-dire que ça ne peut pas être des outils en ligne, mais disponibles pour vos propres environnements avec la gestion de la confidentialité qui vous appartiendra, en fait. Voilà. J'ai une petite question aussi, moi, parce que j'ai vu qu'il y avait l'application COSI pour gérer du coup les patients qui sont sous PrEP. Pour l'instant, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise parce qu'on avait développé d'autres outils dans le service pour suivre le patient sous traitement ARV retard. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes pour l'expérience de COSI, mais je me demandais si ce n'était pas possible d'extraire tous les patients qui sont suivis dans le COSI, justement pour avoir un tableau de bord et voir voilà, où on en est pour l'ensemble des patients avec une prescription par structure ou par médecin. Alors, nous, on n'a pas cette expertise de COSI en PACA-AS, en tout cas, à ma connaissance. On a demandé à l'éditeur de nous faire une démonstration, là, au niveau du CORES.
J'ai pas eu de retour pour l'instant. En fait, ça nécessite toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une utilisation par le prescripteur, mais aussi par l'infirmière. Et donc, du coup, les usages sont souvent un peu compliqués par l'utilisation d'autres outils. Il y a aussi des réflexions qui sont en cours avec NADIS pour le curatif, mais aussi pour ceux qui utilisent NADIS pour le préventif. Là, j'ai eu des échanges avec des collègues d'Île-de-France pour essayer d'améliorer un petit peu NADIS de ce côté-là. Et voilà. Et après, je sais, hein, alors nous, vous connaissez probablement le réseau ILUP, hein, j'imagine, hein, Oui. donc du coup, c'est un réseau d'infirmières libérales. Moi, j'ai demandé à Nice qu'ils utilisent NADIS, c'est-à-dire qu'en fait, ils se connectent à NADIS sur l'application qui est comment dire, hébergée chez nous, mais ils se connectent avec un user à leur nom pour nous mentionner en fait que l'injection a été faite. Donc ça, c'est valable pour le curatif. Après, pour la partie Cupidon notamment, ça me semble difficile de donner accès, mais pourquoi pas si on arrive peut-être à créer un réseau de soins, pourquoi pas donner des accès qui permettraient d'avoir des recours de praticiens libéraux, que ce soit infirmiers ou pas, pour éventuellement mentionner un certain nombre d'informations. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les outils existants et pas essayer de changer trop les pratiques et les outils. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de réfléchir dans un premier temps. Et puis, il faut voir la montée en charge aussi. Moi, je suis curieux quand même de voir combien de personnes vont être mises sous cabotegravir et quelles organisations vont être mises en place, en sachant que je crois que ça a quand même une très bonne expérience parce que va arriver un de ces jours la PrEP par l'Enacapavir qui à la fois modifiera aussi les organisations probablement parce que les injections ne seront pas du tout les mêmes, mais qui nous permettra aussi d'avoir une expérience et une expertise sur le réseau, peut-être qu'on peut redynamiser ici en PACA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Je peut-être crois qu'il s'il y n'y avait a une pas... question sur le suivi par la charge virale, je crois, et on n'a pas vraiment tout à fait répondu. Et on a un peu des avis différents, puisque effectivement, Hélène vous a rappelé aussi le nombre de personnes qui avaient été avec une séroconversion et qui, a posteriori, en reprenant le placement, on avait déjà une charge virale qui était positive, les recommandations HAS, et puis le choix qui a été fait du groupe de travail SFLS, choix qui a quand même été endossé par la Direction générale de la santé, et je pense que c'est quand même un élément important. On a donné le rationnel en termes d'organisation des soins, d'abord parce qu'en pratique de vraie vie, mais je pense que Guillaume peut-être pourra détailler plus, mais en pratique de vraie vie aux États-Unis, en fait, même si les recommandations de charge virale tous les 2 mois, en fait, elle n'est pas faite, cette charge virale en pratique. Et donc, du coup, voilà, les cas sont exceptionnels, même s'ils existent. Je pense qu'on a mentionné qu'il fallait surtout pas hésiter à faire une charge virale dès qu'il y a une suspicion de primo-infection. Et puis après, de faire le choix d'une sérologie VIH en suivant, en tenant compte bien évidemment des paramètres, du retard, de la mise sous PrEP orale, etc., des décalages. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Et puis je rappelle qu'il y avait une session à la CROI l'année dernière sur justement l'usage des tests diagnostiques sous PrEP. Et alors, bien évidemment, si c'est dans un contexte complètement différent, mais je veux dire, l'OMS avait presque préconisé d'avoir simplement une surveillance par TROD. Alors, bien évidemment, parce qu'on parlait aussi essentiellement de la PrEP injectable en Afrique subsaharienne ou dans les pays qui ne peuvent pas avoir non seulement la charge virale, mais aussi la sérologie VIH. Donc, je pense qu'il faut relativiser un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'on a souhaité qu'il y ait n'importe quoi, mais aussi qu'il y ait une surveillance, mais que ça soit aussi adapté à la praticité. Et puis, il faut dire les choses aussi au coup. Voilà. Ce qu'on peut, et effectivement, peut-être aussi ce point de vigilance, comme tu l'as dit, Pascal, que cette charge virale n'est pas à la nomenclature chez les personnes négatives. Et alors, ça m'était jamais arrivé, mais on a eu un refus d'un labo récent de faire cette charge virale parce que la personne était négative. C'est des choses qu'on pouvait prescrire de temps en temps, notamment dans les accidents d'exposition,
dans des expositions importantes avec un risque important. Ça permet d'éviter d'attendre la sérologie plusieurs semaines après et seulement la faire au bout de 11-12 jours. J'avais jamais eu de problème sur le WhatsApp, CSS national. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont mentionné qu'ils avaient eu aussi des difficultés de ce côté-là. Donc, tous ces éléments ajoutés, c'est sûr que c'est rassurant de ne pas mettre ça en systématique seulement à J0 et puis ensuite de faire des sérologies, sauf s'il y a une suspicion. Il y avait peut-être un truc, je ne sais plus si on l'a abordé, de la conduite à tenir si, quelle thérapie mettre, parce qu'au final, s'il y a quelque chose de positif, on traite la personne, et puis voilà, il n'y a pas non plus de choses gravissimes. Et dans les parcours, la réflexion qu'on avait aussi, c'était de dire, est-ce qu'on s'adapte au 0,1% de situation qui arrivera, où on essaie d'optimiser, d'alléger le suivi de 99,% des personnes. Pervenche, je crois que tu voulais réagir. Oui, non, c'est une question très très bête parce que vous dites on fait une charge virale en cas de signe de primo-infection. Donc j'imagine primo-infection clinique et bon, enfin, nous on en a vu quelques-unes, mais très peu. PrEP injectable, ça veut dire que est-ce qu'ils vont faire des signes de primo-infection clinique de la même intensité que ce qu'on voyait jusqu'à maintenant? C'est un petit peu la question que je me pose. Est-ce que vraiment ça va être cliniquement parlant? Est-ce que sur ce que vous avez pu lire, est-ce qu'on a déjà... ça veut dire quoi en fait, signe clinique sous PrEP injectable de primo-infection? Je pense que c'est un truc qu'on met, mais effectivement, à mon avis, on ne doit pas voir grand-chose. Ouais, je pense que c'est le sens clinique, à mon avis, et je pense que c'est dans les outils aussi qu'on propose. C'est-à-dire que si la PrEP, elle n'a pas été prise dans les temps, s'il y a un doute sur un relais par la PrEP orale, etc., je pense qu'il faut aussi... D'abord, il y a la discussion sur le TPE, et la discussion sur le TPE, elle doit aussi, bien évidemment, je veux dire, faire suspecter, et pourquoi pas, là, on se retrouve dans un cadre qui est quand même assez connu, où quand même, avec le TPE et des gens sous PrEP, il nous arrive quand même assez fréquemment de faire une charge virale, donc c'est un petit peu dans ces cas-là. Maintenant, j'avoue que les cas présentés par Hélène, de personnes qui prennent bien leur PrEP, qui n'ont pas de symptômes, et qui malgré tout, je veux dire, ont une infection et qui sont dépistées tardivement, moi, j'ai pas de réponse en fait. Ouais, j'ai pas de réponse. Mais comme disait Guillaume, si c'est pour 0,1% des cas, il faut faire une charge virale tous les 2 mois. La balance bénéfice-risque ou coût-efficacité, comme on veut, elle me paraît quand même un peu, en tout cas, en vie réelle, aux États-Unis, ils en sont un peu revenus, voilà. Ok. Dis donc, mais il y a Thomas. Ah, alors il y a Thomas qui est là. Oui, écoute Thomas, merci d'être là. Et qui dit si une clinique avec mauvaise observance des schémas d'injection égale charge virale. Voilà, je pense qu'on revient un petit peu aux pratiques de la PrEP finalement, de la PrEP orale. Mais même mauvaise observance et rapport non protégé, pour moi, égale charge virale à un moment donné. Je pense qu'il faut savoir appuyer sur la prescription. Donc voilà, je crois qu'il y avait oui, aussi... non, mais ça, on a tous compris. La question, c'était pas celle-là, c'était surtout de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une diminution, voire pas des signes cliniques, est-ce qu'ils sont qui peuvent être repérables alors qu'ils sont déjà sous charge? Voilà, c'était ça la question. Mais bon, j'ai compris, j'ai compris. Je crois qu'il y avait une question de Cyprien aussi sur avec la phase d'initiation PEROS. Est-ce qu'on doit avoir les mêmes règles concernant le bilan? Je ne sais pas si tu as répondu, Guillaume. Non, du coup, c'est vrai que je savais pas trop quoi répondre. C'est sûr que dans ces préconisations, on peut bien sûr faire plein de situations individuelles, mais il faut qu'on ait des messages clairs pour le plus grand nombre.
c'est sûr que le bilan récent, il se justifie surtout quand on va mettre une molécule longue durée à long acting chez la personne. Après, la demi-vie du cabotegravir oral, elle est quand même importante aussi. 10 jours, bon, il y a plein de fois où on met des repères, des phares, des recommandations, et bien sûr que de temps en temps, dans la vraie vie, on est obligé un peu de s'éloigner. Il y a toujours aussi la question de, après un mois d'oral, on fait l'injection, est-ce qu'on est couvert tout de suite? Ça, on avait dit oui. Mais il y a plein de petites questions sur lesquelles on a des réponses. Je sais pas si c'est... Enfin, ouais, je sais pas trop quoi répondre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis partagé aussi, hein, franchement. Je pense que si on commence par la PrEP orale, c'est pour une question de tolérance. Admettons que ça soit comme si on le mettait sous Truvada. Je veux dire, si la personne a pris risque dans les 15 jours précédents, moi, il m'arrive quand même souvent de faire une charge virale pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Et si c'est un peu tard, eh ben, on peut quand même avoir le bilan classique et de faire la charge virale de toute façon avant de commencer la première injection. Donc, si on est d'accord avec ça. Effectivement, là, on parle de ces cas, qui vont être, rares et de ces situations qui vont être, problématiques, hein. Il faut aussi que les usagers, puissent comprendre, l'impact de ces injections-là en termes, bah, de coûts, en termes d'organisation et en termes de prise de risque. C'est vrai qu'une personne, ça peut nous arriver, hein, qui on aura un doute, qui va pas, du coup respecter les 7 jours, est-ce qu'on le fait ou pas? Hein, parce que je pense qu'il y aura toujours des situations où on sera un petit peu embêté et ça sera la place également de la RCP et des groupes d'échange de pratiques pour faire face et discuter de ces cas par cas, qui poseront, de toute façon, problème, quoi. Donc moi, je vous propose les RCP, on va mettre rapidement en place ça avec un outil, on va essayer le plus simple possible. On avait proposé aussi en inter-Cégide de faire un groupe WhatsApp, alors à condition de respecter le fait qu'il n'y ait pas de données nominatives, etc. Je pense que ça peut être une bonne chose aussi dans un cas précis, pas hésiter. On aura, et j'espère, on va ouvrir aux infectiologues et spécialistes et puis multidisciplinaires de PACA pour ne pas hésiter. Moi, j'ai dit plein de bêtises et voilà, je pose des questions des fois un peu bêtes, mais c'est pas grave. Il vaut mieux les poser que de se sentir seul à pas savoir quoi répondre. Donc voilà, on va essayer de faire vraiment ces groupes d'échange-là avec beaucoup de bienveillance de la part de toutes et tous pour pouvoir accompagner l'arrivée, puis après acquérir de l'expérience en fait, hein, comme on l'a fait un peu avec la PrEP orale en 2016, parce que finalement, on était un peu comme ça dans la même situation. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelques questions où on clôture ce premier webinaire sur la PrEP? Et je crois qu'on a un peu dépassé en plus les délais. Mais quoi qu'il en soit, toutes les équipes là qui sont intervenues restent dispo. Si vous avez des questions par la suite, le CORES aussi reste dispo avec le groupe de travail qu'on anime. Vous pouvez retrouver aussi toutes les fiches techniques et les vidéos sur le site de la SFLS. La PrEPline aussi reste dispo pour répondre aussi à des questions. Le replay sera bientôt accessible aussi, on l'espère, avec le site du CORES qui va arriver. Et puis, on se donne rendez-vous aussi en juin pour un webinaire avec les URPS, des infirmiers libéraux, avec le côté plus technique des choses sur la PrEP injectable. Et aussi, petit clin d'œil aussi aux associations qui font pas mal de supports aussi. On n'a pas eu le temps de diffuser des choses là, mais en tout cas, il y a plein d'assos qui proposent aussi des supports à destination des publics pour diffuser les enjeux de la PrEP, notamment chez les femmes. Donc voilà, donc en tout cas, on ne manquera pas aussi de pouvoir les diffuser par la suite. Je vous remercie. Merci à toutes celles et ceux qui ont animé ce webinaire et puis aux personnes qui ont assisté aussi à cette première session. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci Stéphane pour l'animation et merci à toutes et tous et bon week-end de Pâques. Merci, bon week-end. À bientôt. À À bientôt.